Bien, bonjour et bienvenue à ce cours entropie et combinatoire. L'entropie je parle de l'entropie de Shannon, est devenue un outil très, très utile dans la combinatoire. Et récemment, il y a eu des problèmes assez importants qui ont été résolus en utilisant l'entropie. Et d'ailleurs, on n'a pas d'épreuve sans entropie. Donc, ce n'est pas que une langue convenable pour l'épreuve, c'est vraiment un outil essentiel. Et je vais essayer, pendant ce cours, d'expliquer un peu pourquoi l'entropie est utile dans la combinatoire et vous donner plusieurs exemples de l'utilisation de l'entropie. Juste aujourd'hui, je vais parler un peu des propriétés de base. Peut-être j'aurai le temps pour un résultat assez simple à la fin, juste pour vous montrer qu'il existe des applications. Mais les applications deviendront plus intéressantes, plus compliquées pendant le cours. Alors, juste comme préparation, je veux dire que toutes les variables aléatoires dans ce cours seront discrètes et même de support fini. Ou même, pour la plupart du temps, je parlerai des variables aléatoires qui prennent des valeurs dans des ensembles finis. Donc je ne veux pas, chaque fois que je présente un théorème, dire soit x, une variable aléatoire discrète qui prennent des valeurs de support fini. Je veux juste supposer tout le temps que les variables aléatoires sont de ce type-là. Et donc, vous êtes peut-être vous connaissez la formule pour l'entropie de Shannon. Si x prend des valeurs dans un ensemble A, alors l'entropie de Shannon de x est donnée par la formule h de x égale le logarithme de la probabilité que x égale a multiplié par le logarithme de 1 sur la probabilité que x égale a. Et souvent, on l'écrit comme ça, où PA est la probabilité que x égale a, ou encore plus souvent, mais ça, je n'aime pas du tout, PA log PA. Je n'aime pas ça parce qu'il y a un petit... il faut noter que le logarithme de PA est négatif et donc tout ça est positif. Je trouve cette formule-là un peu plus honnête, mais ce n'est pas très important. Mais dans ce cours-là, je veux vraiment
utiliser la formule le moins possible. Et je veux souligner les propriétés de base de l'entropie. Et pour faire ça, je vais commencer par donner une présentation de l'entropie, une présentation axiomatique. C'est-à-dire, je vais présenter 6 axiomes, les axiomes de Khinchin, et je vais montrer que si on a une fonction, une application H qui vérifie ces 6 axiomes, donc H est donné par cette formule-là. Alors, présentation axiomatique. Et je veux faire ça parce que c'est vraiment les axiomes qu'on utilise et pas la formule. Souvent on peut utiliser la formule, mais si on fait ça, on cache les idées de la preuve. Si on utilise les axiomes, c'est beaucoup plus clair. Donc, soit H, une application, peut-être ce n'est pas une vraie application pour des raisons logiques, mais définie sur les variables aléatoires de support fini, et qui prend des valeurs réelles. Les axiomes de Khinchin sont les suivants. Et je vais donner des noms pour chaque axiome pour qu'on puisse les garder en tête après. Alors on commence par normalisation. Si x prend les valeurs 0 et 1 avec probabilité une moitié, alors h de x égale 1. Ça, ce n'est pas vraiment un axiome important, c'est juste parce que sinon, on a la formule jusqu'à un constant multiplicatif, et donc on veut fixer le constant. Ah, il y a quelque chose que je n'ai pas dit, mais pendant tout le cours, les logarithmes sont à la base 2. Dans un combinatoire, c'est souvent le cas, c'est le logarithme combinatoire. Peut-être il y aura des moments où je veux parler des logarithmes à la base E. Si c'est le cas, j'essaierai de me souvenir d'écrire le logarithme naturel comme ça. Mais alors, invariance. Si je ne vais pas être tout à fait précis
parce que si phi est une bijection... non, je vais recommencer parce que si A et B sont des ensembles, phi est une bijection, x prend des valeurs dans A et y égale phi de x, alors l'entropie d'y égale l'entropie de x. Autrement dit, l'entropie d'une variable aléatoire ne dépend que des probabilités PA, ou du multi-ensemble des probabilités. C'est tout ce qui compte. Je commence par des axiomes un peu triviales. Les axiomes importants arriveront à la fin. Alors, extension. Si x est défini sur A est un sous-ensemble de B, Y est défini par la probabilité que Y égale sur B, la probabilité que Y égale B égale la probabilité que X égale B si B est un membre de A et 0 sinon, alors l'entropie de Y égale l'entropie de X. Donc si on ajoute à A des éléments où la probabilité est 0, ça ne change rien. Et continuité. H de x dépend de façon continue des probabilités si x est défini sur un ensemble A. Et maintenant, on a deux axiomes qui sont peut-être plus importants pour les calculs et tout ça. Maximalité. Si A est un ensemble fini et x est défini, prend des valeurs dans A, x et y prennent des valeurs dans A et y est uniforme sur A,
alors h de x est au plus h d'y est inférieur ou égal à h de y. C'est-à-dire, entre toutes les variables aléatoires qui prennent des valeurs dans A, celle qui a l'entropie la plus grande est la variable distribuée uniformément sur A. Excusez-moi, pour l'axiome 4, qu'est-ce que vous voulez dire exactement de façon continue? C'est pas... Ici, je vais supposer que pour cet axiome-là, qu'X est défini sur un ensemble fini, c'est-à-dire presque toute notion de continuité, c'est pas très important. On peut prendre la norme, l'uniforme ou L2 ou continuité dans chaque variable. Et ça, on va l'utiliser pour dire plusieurs fois que si on prouve un résultat où toutes les probabilités sont rationnelles, donc on a le résultat pour toutes les probabilités. Si on a ça, alors on peut... Mais c'est une bonne question, mais finalement, vous pouvez choisir votre notion de continuité. Et finalement, l'axiome peut-être le plus important, additivité. Si x et y sont deux variables aléatoires, alors je vais écrire une formule et après l'expliquer. Alors, h de x, y égale h de y plus h de x sachant y. Alors, il faut que j'explique ce terme-là et ce terme-là. Alors, h de x, y, c'est juste notation pour h de x, y. On a la distribution du couple x, y, défini sur, si x est défini sur A et y sur B, x, y est défini sur A fois B. Et donc on écrit ça parce qu'il n'y a pas d'ambiguïté, on n'a pas besoin des parenthèses comme ça. Mais l'entropie de x sachant y est un peu moins évident. Et h de x sachant y veut dire la somme. Je vais supposer que y est défini sur B. La probabilité que y égale B et l'entropie de x sachant que y égale B. Et ça, je n'ai pas besoin de... Je vais dire ce que c'est, mais je n'ai pas vraiment besoin de le définir parce que si je fixe y, j'ai une variable aléatoire, x, sur le sous-ensemble de A fois B où y égale B. Donc l'entropie là est bien définie. Et maintenant, je prends la moyenne de toutes ces entropies de cette distribution-là.
Et ça, c'est vraiment très important. La notion de l'entropie conditionnelle, ou l'entropie de x sachant y, c'est une définition vraiment centrale dans ce cours. Bien. J'ai beaucoup de... Oui. Est-ce que vous pouvez expliquer l'axiome 5? Parce que il me semble un peu abstrait. Je ne vois pas pourquoi on a senti le besoin de poser cet axiome-là. Oui, l'idée... alors, l'idée... J'aurais dû dire ça avant. L'idée... oui, je vais commencer par... Je vais donner un exemple maintenant d'une variable aléatoire. Je vais utiliser la formule pour calculer son entropie. Et je trouve que c'est un exemple assez utile pour comprendre l'idée. Mais en gros, l'entropie d'une variable aléatoire est le nombre de bits d'information qu'il faut en moyenne pour déterminer la valeur de la variable aléatoire. Et donc, le plus uniforme la variable, la plus difficile, c'est de déterminer sa valeur. Par exemple, si on sait que, pour aller à l'autre extrême, si on sait que la valeur est A, par exemple, l'entropie est 0 parce que on n'a pas besoin de poser des questions pour trouver la valeur. Mais cet exemple, je vais utiliser la formule pour cet exemple, mais après on aura dérivé la formule des axiomes. Alors, on commence avec un arbre binaire. Et ma variable aléatoire, je vais faire une marche aléatoire. Je vais commencer à la racine et chaque fois je vais choisir au hasard aller à droite ou aller à gauche. Et donc, finalement, je vais arriver à une feuille de l'arbre et la feuille est la valeur de la variable aléatoire. Alors, on peut voir que la probabilité que j'arrive là est 1 sur 4. Et là aussi, 1 sur 4. 1 sur 4. Là, c'est 1, 2, 3. Alors, c'est 1 sur 8. Et 8, 16, 1 sur 32, je crois. Alors, c'est quoi l'entropie? On a 3 probabilités de 1 sur 4. Alors, h de x égale 3 fois 1 sur 4 multiplié par le logarithme de 4, qui est 2, parce qu'on a le logarithme à la base 2. Alors, 3 multiplié par 2. Ici, on a 1 sur 8 et multiplié par 3. Et ici, on a 4 sur 32 multiplié par 5. Et si je l'écris comme ça, on voit que c'est le nombre... On peut imaginer un jeu de 20 questions. Je ne sais pas si on a ça en France. On a le jeu de 20 questions. C'est quelque chose qu'on a en Angleterre. L'idée est que vous pensez à quelque chose, à une personne ou un objet, et j'ai 20 questions, mais chaque question doit avoir la réponse oui ou non. Et à la fin, je dois deviner ce dont vous pensez. C'est un jeu assez amusant.
ici, on peut imaginer un jeu de 20 questions, mais c'est moins de 20 questions. Vous avez fait une marche aléatoire, vous êtes arrivé à une feuille, et moi je dois deviner à quelle feuille vous êtes arrivé. Donc c'est toujours une bonne idée de diviser l'espace de probabilité en deux. Heureusement, parce que c'est un arbre binaire, on peut le faire exactement. Et donc, ma première question, est-ce que vous êtes allé à gauche? Si vous dites non, je sais que la feuille, c'est comme ça. Et le nombre moyen de questions que je dois poser est exactement l'entropie. Parce que pour arriver là, j'aurais dû poser 5 questions, là 3 questions, là 2 questions, etc. Alors, ça marche parce que, comme j'ai dit, parce que c'est un arbre binaire. L'entropie est une généralisation où on a des probabilités qui ne sont pas 1 sur 2 tout le temps, mais en gros, l'entropie d'une variable aléatoire est le nombre de bits d'information qu'il faut en moyenne pour déterminer la valeur de la variable. Et donc le plus uniforme la variable, la plus difficile en moyenne de déterminer la valeur. C'est l'idée. Alors, si on a commencé avec la formule, on voit tout de suite que la formule est maximisée par la distribution uniforme. Et si on cherche des axiomes qui déterminent la formule, ça devient assez naturel, la maximalité. Bien, maintenant, j'ai une grande liste de propriétés assez simples de l'entropie, mais je veux rien oublier. Donc, j'ai écrit une liste sur une feuille de papier là. Je vais commencer par une observation qu'on utilise très souvent. Si x et y sont indépendants, alors h de x, y égale h de x plus h de y. Maintenant, j'utilise des axiomes et pas la formule. Preuve. Par additivité, h de x, y égale h de y plus h de x sachant y égale h de x plus la somme y Et puisque x et y sont indépendants, si je vous donne la valeur de x, ça ne change pas la distribution de x. Et donc, ça égale h de x plus là, j'ai utilisé l'invariance. Parce que là, j'ai une distribution définie sur une section de A fois B, et là, c'est juste sur A. Alors, j'ai utilisé l'invariance, mais l'invariance est tellement évident que souvent, je vais l'utiliser sans commentaire. Et là, on voit que... qu'est-ce que j'ai fait là? h de y.
Oui, sinon, ce serait une catastrophe. Alors, h de x plus h de y. Et tout de suite, on a un corollaire. Si x1 jusqu'à xn sont indépendants, alors h de x1 jusqu'à xn égale la somme des entropies des xi. Et je ne vais pas donner la preuve parce que c'est une récurrence tout à fait évidente. Une autre corollaire, si x est uniforme sur 0,1 puissance n, c'est un exemple assez important. Alors, h de x égale n. Et preuve x égale x1 jusqu'à xn, où xi est la coordonnée i de x, où chaque xi est uniforme sur 0,1 et les xi sont indépendants. Et alors, on utilise normalisation pour dire que chaque xi a entropie 1, et le corollaire là pour dire que l'entropie est égale à la somme, et donc la somme égale n. Et maintenant, une propriété, une généralisation de l'additivité qu'on va utiliser tout le temps dans le cours. C'est la formule en chaîne pour l'entropie. Soit x égale x1 jusqu'à xn, une variable aléatoire. Alors, h de x égale h de x1 l'idée, peut-être je peux, juste avant de l'écrire, l'idée intuitive, j'ai parlé de l'idée intuitive de l'entropie d'une seule variable aléatoire. C'est, dans un certain sens, le nombre de bits d'informations contenus dans cette variable. L'entropie de x sachant y, et l'idée que c'est, une fois qu'on sait la valeur d'y, c'est en moyenne combien d'informations il faut en plus pour déterminer la valeur de x. C'est ce qui reste à déterminer après avoir déterminé la valeur de y, en moyenne. Alors ici,
l'idée est qu'on commence par déterminer la valeur de x, et maintenant, de x1, mais il faut savoir les valeurs de toutes les valeurs, de toutes les variables xi. Donc, pour x2, il faut déterminer x2, mais on a déjà déterminé x1. Donc, on soustrait plus h x3, sachant x1, x2, plus jusqu'à h de xn, sachant x1 jusqu'à xn moins 1. La preuve assez simple, mais par additivité, h de x égale à h de x1 jusqu'à xn-1 plus h xn sachant x1 jusqu'à xn-1. Alors j'ai deux variables là, j'ai la variable x1 jusqu'à xn-1 et la variable xn. J'applique l'additivité à ces deux variables-là. Et maintenant, je peux utiliser la récurrence pour obtenir... J'ai obtenu la dernière terme. Je peux utiliser la récurrence pour tout le reste. Et donc, le résultat sont déduits par récurrence. Et on commence par additivité quand n égale 2, ou on peut même commencer par h de x1 égale h de x1, si on veut. Alors ça, c'est la formule en chaîne. Ah oui. Bien, maintenant, je vais généraliser le corollaire. Le corollaire là. Par invariance, on sait maintenant que si on a un ensemble de taille 2 puissance n, et une variable aléatoire qui est uniforme sur cet ensemble-là, l'entropie de cette variable aléatoire égale n. Et n, c'est le logarithme de la taille de l'ensemble. Ça, on va voir, est vrai même si la taille de l'ensemble n'est pas 2 puissance n pour... Alors, peut-être je vais dire proposition. Soit A un ensemble de taille n, et soit x uniforme sur A. Alors, l'entropie de x égale le logarithme de n. Preuve, soit x1 jusqu'à xr des copies indépendantes
de x. Alors, par le corollaire là, h de x1 jusqu'à xn égale n h de x. Et x1, xn, jusqu'à xr, et je veux dire r. x1 jusqu'à xr est uniforme sur a puissance r. Et maintenant, soit S un entier tel que 2 puissance S est au plus n puissance R est au plus 2 puissance S plus 1. Si on prend un sous-ensemble de A puissance R de taille 2 puissance S, on voit que l'entropie d'une variable aléatoire uniforme sur ce sous-ensemble est au plus l'entropie d'une variable uniforme sur toute de A puissance R par maximalité. Et en même temps, on peut trouver une injection de A puissance R à 0,1 puissance S plus 1 pour voir que l'entropie de la distribution uniforme sur A puissance R est au plus l'entropie de 0,1 puissance S plus 1. Alors par maximalité, et invariance, et extension, S est au plus R fois l'entropie de X est au plus moins que au plus S plus 1. Juste pour le dire encore, ça c'est l'entropie d'une distribution uniforme sur un ensemble de taille S, 2 puissance S. Ça c'est l'entropie au S plus 1 et l'entropie de la distribution uniforme, une variable aléatoire distribuée uniformément sur 0,1 puissance S plus 1. Et donc je peux j'ai un ensemble de taille 2 puissance S, un ensemble de taille 2 puissance S plus 1, et j'ai A puissance R, et par maximalité, l'entropie vérifie ces deux inégalités-là. Et donc, S divisé par R est au plus H de X est au plus S plus 1 divisé par R. Et cette inégalité est vraie si cette inégalité-là est vraie. Alors si je
qui est vrai si et seulement si S sur R est au plus le logarithme de n est au plus S plus 1 sur R. Si je peux trouver R et S qui vérifient cette inégalité-là, ou ces deux inégalités-là, j'ai aussi ces deux inégalités-là. Donc, h de x n'a pas le choix. Il doit être donc h de x égale le logarithme de n. Alors, une preuve un tout petit peu plus compliquée. Mais j'ai fait une petite... il y a quelque chose, une petite remarque qu'il faut ajouter. Cette preuve ne marche pas si la taille de A égale 1, parce que j'ai utilisé les entiers positifs. Donc ça, je dois traiter séparément. Mais c'est facile. Mais c'est amusant. Si A égale 1, alors h x égale h x par invariance et h x égale 2 fois h de x, puisque x et x sont indépendants. Donc, h de x égale 0. C'est un peu bizarre que x et x sont indépendants, mais c'est le cas. Alors, un petit lemme. Il y aura une pause de 5 minutes à environ 11 heures. Je le fais toujours dans mes cours. Ah, peut-être... il y a aussi une petite annonce que je fais. S'il y a des étudiants là qui veulent... j'ai oublié le mot en français pour prendre le cours un peu officiellement. Valider, merci. Pour valider ce cours, vous pouvez venir me voir après le cours et me donner votre nom et adresse mail et tout ça. Et il y aura un examen à la fin, à une date qu'on peut déterminer après. Et si vous voulez que je vous envoie une feuille d'exercice, ça aussi est possible. Et si vous me laissez vos adresses, je le ferai. Alors, lemme, si y égale f de x pour une application f, alors h de x, y égale h de x et h de z sachant x et y égale h de z sachant x. C'est parce que y n'ajoute aucune information une fois qu'on sait la valeur de x. Preuve. L'application x va à x, f de x
est une bijection. Je vais l'appeler θ et xy égale θ de x. Alors, la première égalité, donc h de xy égale h de x par invariance. Et pour la deuxième égalité, identité h de z sachant x et y égale h de z x y moins h de x y. Ça, c'est additivité, mais j'ai réarrangé. H de z y, x, y égale h de x et y plus h de z sachant x et y. Y dépend de z et x, parce que y dépend de x, et y dépend de x, et donc ça égale h de zx moins h de x par la première partie, égale h de z sachant x par additivité encore. Et maintenant, la formule. Alors, proposition. Si x vérifie les axiomes de Khinchin, alors, désolé, si h vérifie les axiomes de Khinchin, alors pour tout x, h de x égale la somme px, logarithme de 1 de px, où px égale et maintenant, on va utiliser la continuité. Supposons d'abord que toutes les probabilités Px sont rationnelles. Trouver n, un entier, tel que chaque px égale nx divisé par n pour un entier nx. Et maintenant, soit y uniforme sur l'ensemble des entiers entre 1 et n. C'est souvent, dans la combinatoire, on écrit n dans les parenthèses carrées comme ça pour l'ensemble 1 jusqu'à n, parce que c'est plus facile de l'écrire comme ça.
Et je vais le faire dans ce cours. De temps en temps, il y a un petit débat. Est-ce que ça devrait être 1 jusqu'à n ou 0 jusqu'à n-1? Mais dans ce cours, ça va être 1 jusqu'à n. Et soit EX une partition de n telle que la taille de EX égale NX. J'ai utilisé les guillemets là parce que les ensembles EX peuvent être vides. Et je ne sais pas si on a une partition où il y a des ensembles vides, si c'est vraiment une partition, mais pour nous, c'est une partition. Et donc, par invariance, on peut supposer que x égale x si et seulement si y est un élément de EX. Parce que la probabilité qu'y est un élément de EX est nx divisé par n qui égale px. Et l'entropie de x ne dépend que des probabilités px par invariance. Et maintenant, on a que... Alors, h de y égale... Maintenant, je veux utiliser additivité égale h de x plus h de y sachant x égale h de x plus la somme sur y, somme sur x, px h de y sachant x égale x. Mais si on sait que sachant x égale x est la même chose que sachant que y est un élément de EX, et donc l'entropie de y sachant que y est un élément de EX est par la proposition là le logarithme de la taille de EX. Donc égale h de x plus logarithme. Il y a une petite remarque que j'ai oublié de vous donner au début, c'est que pour nous, x fois log x, quand x égale 0, égale 0. C'est la limite. Et donc, si EX est vide, PX est 0 et tout va bien. Et c'est presque fini. Peut-être j'aurais dû dire par la proposition précédente. Et ça égale h de x plus la somme px logarithme de... Et la taille de EX égale px fois n.
Et on voit que le logarithme de n fois px égale le logarithme de n plus le logarithme de px. Et on arrive à h de x. Et ces probabilités-là, la somme des probabilités-là est 1. Donc on arrive à plus log n plus la somme px, logarithme de px. Et ça, la preuve est finie parce que j'ai oublié de commencer par... On sait que y est uniforme sur 1 jusqu'à n, et donc par la proposition précédente, l'entropie de y égale le logarithme de n. Donc on a le logarithme de n égale le logarithme de n, il y a une constellation là, plus h de x plus ça. Donc h de x égale moins, il y a la formule que je n'aime pas, mais voilà. Et donc la preuve est finie. Et c'est un bon moment pour une petite pause. Je vais recommencer à 11h07 avec plus de résultats. Je vais vous donner une autre preuve qui n'utilise pas la formule, mais un peu différente. Mais d'abord, je veux vous donner une autre propriété très importante, la sous-additivité. Alors, proposition. Sous-additivité. Soit x et y de variables aléatoires, etc. etc. H de x sachant y est au plus h de y, de x. Et on verra presque tout de suite la raison pour laquelle on l'appelle sous-additivité. C'est parce que pour tout couple x et y, les inégalités h de x sachant y est au plus h de x, h de x, y est au plus h de x plus h de y, et h de y sachant x est au plus h de y sont équivalentes par, j'ai utilisé additivité. Additivité me donne l'identité h de x sachant y égale h de x, y moins h de y. Et donc, en ajoutant h de y aux deux côtés, on a ça. Ça, c'est une inégalité symétrique en x et y. Et donc, c'est la même inégalité en échangeant x et y. Alors ça, c'est... Et donc là, on a une inégalité qui mérite le nom sous-additivité. Deuxième observation, notez que si x est uniforme, alors h de x sachant y égale la somme d'y, probabilité y égale y,
h de x sachant y égale y. Et là, on a une distribution. Si x prend des valeurs dans un ensemble A, là, on a une autre uniforme sur un ensemble A. Alors, x sachant y égale y est toujours une variable aléatoire qui prend des valeurs dans A, et par maximalité, cette entropie est au plus l'entropie de x, puisque x, j'ai supposé que x est uniforme. Donc c'est par maximalité, est au plus la somme h de x par maximalité égale h de x. Donc, on a le résultat qu'on veut quand x est uniforme. Et maintenant, une petite astuce. Par la symétrie, on a la même chose quand y est uniforme. Et c'est ça qu'on va utiliser. Et donc, par la symétrie que j'ai noté là-haut, h de x sachant y est au plus h de x quand y est uniforme sur un ensemble B. Et maintenant, soit PAB, la probabilité que x égale A et y égale B. Supposons d'abord que chaque PAB est rationnel. Et trouvons n un entier tel que PAB égale NAB sur NAB, un entier. Et comme avant, on va utiliser soit EAB une partition. Il y a une petite histoire derrière la preuve que je suis en train de vous donner. Il y a 3 ou 4 ans, pendant la pandémie, j'ai fait un cours en ligne. J'ai inclus quelques résultats qu'on prouvait en utilisant l'entropie. Pas les résultats majeurs de ce cours. Et je n'ai pas réussi à trouver une preuve de sous-additivité en utilisant les axiomes. J'ai dû utiliser la formule et je n'étais pas du tout content. Mais il y a quelqu'un qui a regardé les vidéos du cours qui s'appelle Sean Eberhardt, un mathématicien très très doué, qui a trouvé la preuve que je suis en train de présenter. Alors, je ne sais pas si c'était original à lui, mais c'est lui qui l'a trouvé, me l'a montré. Et je l'aime bien. Une partition, encore entre guillemets, pour la même raison, de
n tel que la taille de EAB égale NAB. Et soit W uniforme sur N, et par invariance, on peut supposer que xy égale AB si et seulement si W est un élément de E AB, la même idée qu'avant. Et soit pour tout B dans B, soit EB, la union des ensembles EAB. Et donc, Y égale B si et seulement si W est un élément de EB. Et maintenant, soit Z une variable aléatoire définie qui prend des valeurs dans N tel que, et maintenant je vous donne l'idée de la preuve, c'est la construction de Z. Alors Z est dans EB si et seulement si W est un élément de EB. Pour l'instant, je pourrais prendre W, mais et Z et W sont indépendants, sachant Y. Alors, sachant Y, c'est la même chose que sachant quel B ou quel EB, dans quel EB W appartient. Et donc, l'idée est que si W est un élément de EB, je choisis tout à fait au hasard un autre élément de de EB, et ça c'est Z. Alors, il y a une dépendance entre W et Z, c'est que Z est un élément de EB si et seulement si W est un élément de EB, mais c'est à part ça, les deux variables sont aussi indépendantes que possible. Et maintenant, il y a... Ah oui, non, je crois que je n'ai pas oublié de vous donner le lemme que je vais utiliser maintenant. Alors, h de x sachant y égale h de x sachant y et z. Et pourquoi c'est le cas? C'est parce que une fois qu'on sait la valeur de y, x et z sont indépendants, et donc on n'a pas plus d'informations si on ajoute z là. Alors ça, c'est
parce que x et z sont indépendants, sachant y. Et maintenant, on a que y ne... Excusez-moi, je suis un peu perdu. C'est Z et X et Y qui sont indépendants. Ah, j'ai pas... Z et W. Pardon. Et donc, z et x... Pardon, j'aurais dû... merci. Alors, y est une fonction de z, parce que si je vous donne z, je regarde dans quel ensemble EB z est, et il y a une lemme avant où j'ai prouvé que si y est une fonction de z, alors la probabilité, l'entropie de x sachant y et z égale l'entropie de x sachant z. Et ça est au plus h de x parce que z est uniforme sur n, et on sait déjà le résultat pour les variables qui sont uniformes. J'aurais dû peut-être remarquer que z est uniforme avant, mais si on regarde la probabilité que z prend une valeur, on peut faire le calcul, c'est nb sur n multiplié par 1 sur nb, où nb est la taille de EB. Alors c'est fini. Ah non, c'est fini pour les probabilités rationnelles, et par continuité, le résultat sont déduits par continuité. Et tout de suite, on a une conséquence évidente, corollaire si x1 jusqu'à xn sont des variables aléatoires, alors h de x1 jusqu'à xn est au plus la somme des entropies des xi, et ça, il y a une preuve évidente par récurrence. Et qu'est-ce que... Je crois que maintenant... C'est quoi la preuve que l'entropie est non négative? Ah oui, maintenant, si
si x égale y, donc h de x égale h de x par invariance, donc on peut voir que h de x est au plus h de x plus h de x, et donc h de x est non négative. Je n'ai pas utilisé la formule. Corollaire h de x, preuve h de x égale h de x est au plus h de x plus h de x. Voilà. Quoi d'autre? Bon, je crois que maintenant, je vais juste vérifier que j'ai rien oublié. Peut-être une petite remarque, une autre corollaire. Si y égale... Ah non. Non, ça, je vais en parler un peu plus tard. Maintenant, je vais vous donner une inégalité qui s'appelle sous-modularité. Alors, proposition. Il n'est pas clair en avance la raison de s'intéresser à cette proposition-là, mais je vais dire tout de suite qu'on va utiliser la sous-modularité très très souvent pendant le cours. Peut-être pas tout de suite, mais vers la fin du cours. La sous-modularité va être très importante pour nous. Soit x, y, z des variables aléatoires. Alors, c'est comme la sous-modularité, mais h de x sachant y et z est au plus h de x sachant z. Alors, la sous-additivité nous dit que si on conditionne sur y, l'entropie ne peut pas augmenter. Là, on a quelque chose d'un peu plus précis. Si on conditionne sur un peu plus, l'entropie ne peut pas augmenter. Preuve. C'est une conséquence de sous-additivité. Et donc, h de x sachant y et z égale la somme sur z h de x sachant y et sachant que z égale z. Et maintenant, j'ai juste une variable aléatoire où je conditionne sur y, et donc par sous-additivité, cela est au plus h de x, sachant que z égale z, et par définition, c'est h de x, sachant z. Mais comme la sous-additivité, on peut réarranger ce résultat pour
donner des variantes équivalentes. Et c'est souvent ces variantes qui sont utiles. Alors, les inégalités suivantes sont des versions équivalentes de sous-modularité. Alors, si je développe les deux côtés, j'ai h de x, y, z moins h de y, z est au plus h de x, z moins h de z. Et souvent, ça s'écrit comme h de x, y, z plus h de z est au plus h de x, z plus h de y, z. C'est une formulation un peu plus symétrique. Et aussi, c'est utile d'écrire h. L'équivalence est triviale, bien sûr, mais pour faire les calculs, il est utile d'avoir toutes les formulations en tête en même temps. Moins h de z. Et chaque inégalité là s'appelle la sous-modularité. Et maintenant, une conséquence de sous-modularité qui s'appelle sous-modularité fonctionnelle. Corollaire sous-modularité fonctionnelle. Si y dépend de non, je vais dire si z dépend de y, alors h de x sachant y est au plus h de x sachant z. Intuitivement, si z est une fonction d'y, z nous donne moins d'informations qu'y, et donc l'entropie de x sachant y, ce qui reste après savoir y est moins que ce qui reste avant savoir z. La preuve. H de x, z, non, h de x, y, non, h de x sachant y égale h de x, attendez, h de x sachant z égale h de x sachant y et z. Ça, on a vu avant. Qui est... J'ai l'impression que l'inégalité z égale... Non, c'est z qui est plus faible. Alors, voilà. Et par sous-modularité, c'est au plus h de
x sachant z par sous-modularité. J'ai utilisé la lemme d'avant. Tout d'un coup, j'ai oublié si c'est lemme c'est le lemme. Désolé, je crois que une ou deux fois j'ai dit la lemme. Le lemme d'avant, on a cette identité-là et après. Et ça va être aussi très très utile sous la sous-modularité fonctionnelle. Est-ce que j'ai dit tout ce que je voulais dire avant de... Ah non, non. Alors, proposition. Si z dépend de x, c'est-à-dire z est une fonction de x, et z dépend de y, c'est une situation un peu rare, mais ça arrive de temps en temps, et cette proposition peut être très utile, comme on verra un peu plus tard dans le cours. Alors, h de x, y est au plus h de x plus h d'y. Mais on peut ajouter un terme ici. On peut ajouter h de z. Alors, avant, on avait juste sous-additivité, mais si on sait que z dépend de x et y, on peut ajouter ce terme-là qui peut nous donner un peu plus d'informations que la sous-additivité. Alors, on va choisir notre version préférée. Je crois que je vais prendre la deuxième version. Par sous-modularité, h de x, y, z plus h de z égale h de x, z plus h de y, z. Et donc c'est une conséquence immédiate parce que z est une fonction de x et de y, et donc je peux enlever les z partout par le lemme d'il y a quelques minutes, h de x plus h de y, puisque z dépend de x et de y. Ah oui, tout à fait. Et là aussi. Merci. On va bientôt avoir une égalité, mais quelque chose un peu différent. Alors, petit sous-section, l'information mutuelle qui va jouer un rôle important plus tard encore dans le cours. Soit x et y, deux variables aléatoires. L'information mutuelle I de x
et y. Et h de x plus h d'y moins h de x, y. Et par sous-additivité, l'information mutuelle est plus grand que 0. Et deux remarques, si x et y sont indépendants, alors l'information mutuelle est 0, puisque h de x, y égale h de x plus h de y. Alors l'idée est que si x et y sont indépendants, ils ne partagent aucune information. Si je vous donne la valeur de x, je n'apprends rien sur y. Et si x égale y, alors x et y partagent toute l'information, et donc égale h de x égale h de y, bien sûr. Alors, l'information mutuelle est l'information partagée par les deux variables aléatoires. Ça, c'est l'idée intuitive, mais la définition précise est bien sûr celle qui utilise et autre remarque triviale, donc on a l'identité h de x plus h de y égale h de x, y plus l'information partagée. C'est un peu comme, difficile de ne pas avoir la pensée que c'est un peu comme la taille de A plus la taille de B égale la taille de A union B plus la taille de A intersection B. C'est un peu comme l'information contenue dans X, l'union de cette information. Mais il faut faire un petit peu attention parce que cette idée marche bien pour deux variables aléatoires. On commence à avoir des problèmes si on a plus. Mais je trouve que ça aide. Et il y a aussi une notion d'information mutuelle conditionnelle avec une définition pas surprenante. L'information mutuelle conditionnelle de x et y sachant z et i x y sachant z égale la somme sur z, probabilité que z égale z, à l'information x y, sachant que z égale z. Et si on développe, alors là, x, je dis que z égale z, donc les deux variables sont restreintes dans cette façon-là. Si on développe ça c'est la définition, mais on peut
dire aussi que c'est la somme de h de x, sachant que z égale z, plus h de y, sachant que z égale z, moins h de x et y, sachant que z égale z. Et on voit que là, on a, par définition, plusieurs entropies conditionnelles. Ça égale h de x, sachant z, plus h de y, sachant z, moins h de x et y, sachant z. Et toujours, on préfère des formules où on n'a pas besoin de prendre la somme sur quelques probabilités. Et donc, c'est ça qu'on va utiliser la plupart du temps. Mais ça, c'est peut-être un peu plus intuitif. Donc, j'aime bien donner les deux. Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps, je crois, pour vous donner un vrai théorème aujourd'hui. Mais juste au début du cours de la semaine prochaine, il y aura un théorème. Il y aura plus 2 ou 3 théorèmes, je vous le promets. Alors, aujourd'hui, c'est juste la préparation pour le reste du cours. Oui, il y a quelque chose qui s'appelle proposition. La formule enchaîne pour l'information mutuelle. Et c'est que l'information mutuelle de x et y, sachant z, est au plus l'information de y de x. Je n'ai pas bien écrit sur ma feuille de papier. J'espère que je vais, une fois qu'on a l'énoncé, la preuve est facile, mais je vais recommencer. Je crois que c'est ça. Égal, j'espère que c'est ça, x, z plus information de y. Aïe, aïe, aïe. Je crois que ce côté-là est bien. Et donc, je ne sais pas ce que je vais faire. Peut-être. J'ai écrit sur ma feuille de papier, juste pour ne pas oublier, mais j'ai un terme identique sur les deux côtés. Donc c'est pour cette raison-là que je l'ai fait un peu trop rapidement. Il faut deviner ce qui va être naturel
Bien, je vais développer les deux côtés là et voir si ça marche. Et sinon, je vais faire des petits changements. Alors, ici, on a h de x, y, z, non, h de x, y plus h de z moins h de x, y, z. On veut que ça égale h de x plus h de z moins h de xz plus h de x sachant z plus h de y sachant z moins h de x, y sachant z. Alors ça ne marche pas parce que je devrais avoir... Alors j'ai un terme h de z sur les deux côtés. Peut-être ça c'est bien. Je veux canceller ça et ça. Et j'ai aussi que h de xz égale h de... Non. J'ai quelque part, j'ai quelque chose qui... C'est possible que ce n'est pas là. Qu'est-ce que je... Ça a l'air de ne pas marcher. Mais si je... Si jamais je pouvais me souvenir de la côté à gauche, j'ai une petite idée. Je vais regarder sur mon téléphone, je suis désolé, mais je crois que c'est... Peut-être je peux sauver la situation. Même ça... OK. Voilà. OK, je l'ai trouvé. Ici, j'aurais dû écrire... l'information de x, y, z égale... ouais. Alors, je peux changer un tout petit peu ce que j'ai écrit là. C'est h de
x plus h de y, z, moins h de x, y, z égale h de x. Donc maintenant, c'est des h de x qu'on peut canceller, c'est ce que je pensais. Et là, on a h de y, z égale h de z plus h de y, sachant z. Donc c'est ça que je peux canceller. H de y, x, y, z égale h de x, h de y plus h x, z. Et donc si j'ajoute plus hy comme ça, et hy ici aussi, je peux canceller x, y, z plus moins h de x, y, z plus h de y avec h de x, z là par additivité. Et finalement, j'ai... Alors, là, j'ai h de x, y, z égale h de x, sachant z, plus h de y. Ça n'a l'air toujours pas d'être correct. Malheureusement, c'est une catastrophe. Mais au début de la semaine prochaine, je vais vous donner... C'est une trivialité, mais il faut vraiment avoir ce qu'il faut prouver. Je vais prouver cette trivialité et dériver une conséquence qui s'appelle en anglais le data processing inequality. Et après, on aura un théorème qui utilise l'entropie et puis un autre et un autre et un autre. Bien. Merci et à la semaine prochaine, ceux qui veulent. Et si vous n'avez pas, si vous voulez toujours me donner vos noms, je vais rester ici quelques minutes.